Alors bonjour à tous, aujourd'hui je suis avec Muriel qui est prof à la Haute École de Liège, je vais la laisser se présenter. Bonjour à tous. Merci à toi de m'inviter pour échanger un petit moment sur nos professions respectives. Donc effectivement, comme tu l'as dit, je suis... Vas-y, Attends, c'était continue, bien continue. ça, C'était non? super. Donc, comme tu le dis si bien, je suis prof à la Haute École pour les masters en kiné et j'exerce aussi en profession libérale, donc en tant que kiné spécialisée en rééducation périnéale, sexologue et nutritionniste. Terrible, voilà, on est arrivé. Ça, c'est L'intro déjà était la difficile. première partie. Du coup, le premier sujet aujourd'hui qu'on va aborder, c'est l'endométriose. C'est un sujet qui touche énormément de femmes. Moi, au cabinet, je reçois énormément de filles, de jeunes filles, avec des symptômes qui sont vraiment similaires à l'endométriose. Et je leur en parle et il y en a beaucoup qui ne savent pas ce que c'est en fait. On n'en parle pas assez. Et du coup, voilà, dis-moi un peu, présente-moi un peu ce que c'est l'endométriose. Comment est-ce que nous, on pourrait, par exemple, déceler les symptômes déjà en tant que kiné? Mhm. Je te laisse la parole. Ok, bah écoute, l'endométriose, c'est surtout une maladie chronique inflammatoire, Mhm. d'où les douleurs qui peuvent émerger de ces symptômes qui sont souvent évoqués en thérapie. Mhm. Et donc, la première chose à faire, c'est vraiment cette gestion de la douleur Ok. à tout niveau. Que ce soit toi dans ta pratique, je vais dire, avec les Thérapie outils en manuelle, etc. Ouais. kinésithérapie, ouais, en thérapie manuelle, Mhm. ou tout simplement aussi par rapport à la nutrition, parce que ça interfère beaucoup, tu sais, tout ce qu'on Bien sûr, mange a un impact direct sur l'énergie et le bien-être physique, bien sûr. mais aussi si on a une alimentation qui est un peu, je vais dire, transformée, Mhm. trop acidifiante, eh bien C'est ça ça. aussi, ça impacte quand même fortement Ok. les douleurs et ça peut les intensifier. Mhm. Et du coup, c'est quoi les symptômes? Alors, moi, ici, si une fille vient et que. Comment est-ce que je pourrais voir les premiers symptômes? Mhm. Qu'est-ce qui pourrait me mettre la puce à l'oreille, par exemple, dans mon anamnèse et tout ça, Mhm. en Alors général? souvent, ce sont des patientes, tu sais, qui vont venir en disant qu'elles ont vraiment des douleurs extrêmes bah, au niveau de toute la sphère pelvienne, Mhm. mais des douleurs où elles se recroquevillent, si tu Mhm. veux, en position fœtale, c'est souvent ce qui est décrit. Ok. Et ce sont des douleurs aussi qui peuvent être en dehors des périodes de règles. Ok. Donc voilà, souvent En ce général sont... aussi, ouais, le ballonnement aussi. il J'ai y a du souvent remarqué. ballonnement aussi, Ballonnement, effectivement, oui. il peut y avoir aussi des douleurs au niveau du nerf sciatique, du coup. Oui, Des problèmes au niveau gastro, au oui, puisque niveau. la sphère digestive peut être, Être je touché vais dire, aussi. touchée aussi par, Ok. tu sais, cette prolifération du tissu de l'endomètre. Et donc, mais aussi, il peut y avoir un déséquilibre au niveau de la flore bactérienne, ce qu'on appelle une Ok. dysbiose, Ok. qui peut être aussi en lien avec les douleurs. Mhm. Donc, c'est vrai que ces douleurs sont souvent intensifiées par rapport au cycle menstruel et Ok. pendant la période d'ovulation notamment. Ok. On avait des chiffres tout à l'heure. Tu peux me les Oui, rappeler? alors écoute, selon les chiffres de l'OMS, c'est quand même une personne, une femme sur 10 qui est concernée par cette C'est énorme. problématique. Dans le monde, c'est 180 millions de personnes qui De peuvent femmes, du coup. de femmes, oui, Ouais. oui. C'est bien. Écoute, si toi tu as de l'endométriose, Ouais, on peut toujours, faut discuter. on peut toujours discuter. Mais, Ouais, non, du coup, mais 180 millions de femmes, oui, c'est donc énorme. c'est énorme Et et ouais, c'est fou. Ça veut dire, dans nos proches, on met 10 personnes dans une pièce, il y en a ouais, une qui a au moins de l'endométriose. Donc, on connaît tous exactement. une femme Ouais, qui autour de nous a de l'endométriose et qui peut-être ne le sait pas. tout à Et fait. du coup, on sait que plus tôt c'est pris en charge, mieux c'est. Vu que on sait que l'endomètre se développe et que du coup, il y a des traitements spécifiques à mettre en place. Sinon, maintenant, en fait, c'est vrai que dans les traitements, en tout cas médicaux qui sont donnés pour le moment, c'est l'association de pilules Mhm. et du stérilet à hormones. Ok, Mais voilà, je pense que ça, c'est propre à chacune. Et donc, c'est ça. le plus important, c'est d'en discuter avec son gynécologue. Et donc, pour le savoir, comment est-ce qu'on peut faire? C'est avec, on doit faire une radio, une écho, Alors, plutôt une échographie qui mhm, va pouvoir déceler justement les lésions. les lésions. Et Mhm. donc, c'est aussi par le gynécologue que Ok. le diagnostic est posé. Au niveau des traitements, il y a aussi le traitement chirurgical. Est-ce Oui. que tu penses que. Enfin, il y en a qui sont pour, d'autres qui sont contre. Ça dépend à nouveau de chaque fille, Mhm. de chaque personne. Alors, l'intervention chirurgicale, ça dépend de l'importance de l'endométriose et des symptômes qui y sont associés. Donc, Mhm. effectivement, c'est le gynécologue en accord avec la patiente qui va décider d'une opération ou non. Mhm. Mais à savoir que ce n'est pas parce qu'il y a une opération que c'est pour ça que l'endométriose est complètement éradiquée, C'est puisque ça. c'est
une pathologie qui Qui est en prolifère, évolution donc qui est continue. toujours en évolution. C'est ça. On sait également qu'un des symptômes de l'endométriose, ben, c'est les douleurs pendant les rapports. Toi, du coup, tu reçois souvent des jeunes filles, je pense, pour ça dans ton cabinet. Est-ce que tu aurais des petits conseils, des petites choses à mettre en place, du coup, pour essayer de faciliter les rapports Mhm. Alors, évidemment, donc c'est souvent Un la petit peu d'avant. Tu parles. Donc, alors, dans les rapports intimes, donc c'est la dyspareunie souvent qui est, je vais dire, le plus souvent évoquée. Donc, c'est vraiment ces douleurs à la pénétration, alors que ce soit au début de la pénétration, à l'entrée vaginale ou parfois même à proximité du col de l'utérus. Alors, on peut avoir du vaginisme aussi, parce qu'il faut savoir que cette anticipation de la douleur peut provoquer une fermeture de style phobique de la peur de cette pénétration. Et donc, même si la douleur n'est pas présente, ben, la fermeture est présente. Et c'est musculaire alors? C'est alors ça, vraiment c'est tous les vraiment muscles se spasment? musculaire, c'est vraiment le corps qui dit non, en fait, tout simplement. Donc, que faire? Prendre le temps, pas de place pour les cookies en quelques minutes, tu vois. Donc, il faut prendre le temps de se mettre dans un environnement confortable, de sécurité, et où la pénétration est finalement, je vais dire, une chose parmi d'autres choses. C'est ça. Donc, c'est prendre du temps pour être ensemble, pour, je vais dire, profiter du moment, comme je dis toujours, profiter du voyage plutôt que la destination. Exactement. Voilà. Et du coup, des petits exercices de respiration avant, essayer de bien se relâcher. Il y a des petites crèmes qui peuvent aider pour relâcher toutes les tensions musculaires. La xylocaïne, je ne sais pas si... Oui, on peut utiliser la xylocaïne gel. Ça, on peut, du coup aussi, on avait parlé du Kama Sutra pour l'endométriose, tu te rappelles? Ah oui, effectivement. Du coup, donc, il y avait des positions qui facilitent la pénétration donc, et d'autres pas. Bien sûr, donc il y a vraiment des positions revisitées du Kama Sutra, comme par exemple la position en cuillère, où effectivement la pénétration est, je vais dire, contrôlée par la femme, donc qui peut, je vais dire, ajuster l'angle, finalement, l'angulation du pénis au niveau vaginal. Et l'idée, c'est vraiment d'éviter d'avoir ces positions qui vont contre les parois, notamment postérieures, vers le rectum, exactement. Et donc, voilà, la position du missionnaire peut être, je vais dire, intéressante, mais la femme va devoir, je vais dire, guider son partenaire, en tout cas. Ça, c'est important. Du coup, il y a énormément de communication aussi, c'est ça? Oui, la communication intime, surtout. Tu vois, la communication intime, c'est oser dire, bah, ça c'est OK pour moi. Ça me fait un peu plus mal. Voilà, exactement. Du coup, moi, ici, en tant que garçon, par exemple, au cabinet, j'ai parfois du mal à aborder ces sujets avec les jeunes filles. Est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour un peu briser la glace, même si je suis thérapeute, tu vois, quand c'est des filles de mon âge, je n'ose pas trop poser les questions intimes. Et or que je vois qu'il y a vraiment des symptômes qui ont l'air liés, est-ce que tu aurais des conseils à me donner pour me oui, bien sûr. plus Alors, à l'aise? moi, j'aurais envie de dire, toi qui es, je vais dire, thérapeute, kinésithérapeute, et donc tu peux vraiment aborder par le corps. Et ça, c'est vraiment une belle façon d'aborder la thématique sexo, je vais dire, qui parfois peut être un peu compliquée quand on n'est pas dans le domaine. Et donc, tout simplement, il faut savoir que la sphère pelvienne, avec l'articulation sacro-iliaque, tu parlais du sciatique tout à l'heure, mais aussi toute la musculature périphérique, le périforme, l'obturateur interne, tous les muscles rotateurs externes, les pelvitrocantériens, sont déjà des exercices que toi tu peux facilement donner ou en termes de libération tissulaire. Et donc déjà c'est d'une certaine façon une porte d'entrée, si tu veux. Pour aborder le sujet et donc pouvoir permettre de faire le lien et donc éveiller à la conscience du corps, parce que souvent, comme cette partie du corps est douloureuse, très anesthésiée, on évite d'y penser, exactement. on ne touche plus comme si elle faisait plus partie de nous. Tout à fait. Et du coup, il y a comme une kinésiophobie, mais en mode oui, exactement. Donc tu vois, par ta communication de thérapeute et de connaissances anatomiques, biomécaniques. À connaître cette zone. Oui, exactement. Magnifique. Du coup, on disait qu'il y avait souvent une prise en charge pluridisciplinaire. Donc, il pouvait y avoir des psychologues qui pouvaient intervenir dans la prise en charge. Ce serait quoi le rôle de psychologue dans ça, tu penses?
Alors, le rôle du psychologue, je pense que c'est vraiment comprendre comment gérer sa douleur, Mhm. déjà au niveau psychologique, et d'être vraiment dans cette non-anticipation de la douleur et d'être, je vais dire, plus en lien avec ses pensées qui peuvent Ok. être de l'ordre de la rumination et qui, Mhm. je vais dire, donne un stress pour le corps, tu vois. Ok. Donc finalement, cette hyper-vigilance en Mhm. lien avec la douleur entretient finalement le phénomène inflammatoire, tu Ok. vois. Ok. Donc ça pourrait permettre, le psychologue peut amener ça par des outils de techniques Mhm. cognitivo-comportementales, par de l'hypnose aussi, Ouais. c'est un outil super intéressant, Mhm. et d'autres techniques que les Ok. psychologues peuvent aborder évidemment. Ok, parfait. Pour l'endométriose, je pense qu'on a un peu fait le tour. C'est un sujet assez vaste quand même. Est-ce que tu penses du coup que les antécédents familiaux et les perturbateurs endocriniens, etc., peuvent avoir un impact sur l'endométriose ou pas? Oui, alors effectivement, les perturbateurs endocriniens, mais c'est vrai que l'environnement dans lequel nous vivons Mhm. actuellement, avec beaucoup de polluants de toutes sortes, hein, Mhm. peut-être pas que les perturbateurs endocriniens, mais Mhm. aussi, je vais dire, les facteurs toxiques Mhm. avec notre relationnel, que ce soit au niveau peut-être professionnel qui peut Mhm. être stressant, tu sais, des attentes permanentes par rapport à un boulot. On parle beaucoup de burn-out quand Ouais, même, donc ouais, ouais. ça fait partie vraiment aussi des facteurs qui peuvent prédisposer en tout cas à de l'endométriose. Ok. Donc le facteur stress, bon, une relation toxique peut-être Mhm. dans le couple, ou des conflits peut-être familiaux, enfin voilà, Ok. dans l'environnement. Donc tout ça est Ok. important. Et, Et aussi pardon, le excuse-moi. manque de sport aussi. Ouais. Ça c'est vraiment, je vais dire, Activité physique, vraiment, oui. c'est super Mm. important. Justement, j'allais y venir. Oui. Ok. Du coup, pour résumer, une femme qui a de l'endométriose, premièrement, ce qu'elle fait, elle regarde bah, un peu. Enfin, non. Une femme qui se demande si elle a de l'endométriose, elle Mhm. va consulter un gynéco, Tout voir d'abord. si c'est positif avec une échographie. Eh bien, exactement. Euh, Elle peut du coup soit utiliser la pilule ou la chirurgie, Mhm. mettre en place une routine sportive, Tout à fait. faire des changements alimentaires, donc une nourriture plutôt anti-inflammatoire, et bien gérer son stress Oui, aussi. par des techniques de relaxation et Exactement. surtout se réassocier, se réapproprier son corps et prendre conscience de cette partie du corps. Et je Ok, pense que toi comme moi, nous sommes finalement les premiers, je vais dire, intervenants aussi bien sûr, dans cette prise en charge c'est ça. de l'endométriose, je pense Ouais. clairement. Lors des rapports, bah, bien gérer son stress, prendre le temps, Oui. bien communiquer avec son partenaire, euh, prendre le temps des préliminaires aussi. On avait parlé Mhm. de ça, que ça commence dès le matin avec un petit regard, des petits Oui, messages pendant la journée, des petits trucs comme ça. c'est Et vrai. du coup, voilà, pour essayer de remettre en place tout ce processus Mhm. et que la personne soit vraiment bien à l'aise et détendue. Oui. Utiliser des positions adaptées aussi. Mhm. Et n'hésitez pas du coup à en parler autour de vous. Si vous suspectez des symptômes enfin si vous Vous suspectez, non? Vous ouais, si vous suspectez, c'est suspectez bien, oui. des symptômes de Si vous l'endométriose, avez des n'hésitez doutes, pas. oui. Ouais, Mhm. n'hésitez pas à en parler à vos proches, à votre médecin. Et Mhm. voilà, parce que c'est quelque chose qui est assez tabou pour le moment Oui, je trouve dans exactement. la société. Et du coup, vraiment briser ce tabou, c'est la santé, c'est important. Tout à fait. Et nous, je pense que kiné, justement, on est là pour ça, pour Mhm. sensibiliser les gens et qu'il ne faut pas avoir peur d'en parler à son thérapeute ou à ses proches. Parce que plus tôt c'est pris en charge et mieux c'est. Oui, tout à fait. Bon, Comment ça se passe au cabinet du coup? Parce que tu es kiné et en même temps sexothérapeute. oui. Comment est-ce qu'on fait quand on vient en consultation chez toi? Tu m'avais dit qu'il y avait beaucoup de patients qui ne savaient pas comment s'habiller pour venir. Est-ce qu'ils doivent venir tout nus? Explique-moi un Alors, petit peu comment ça alors se passe. effectivement, il y a beaucoup de fantasmes quand même sur ma pratique professionnelle. Donc, ouvrir la porte d'un cabinet de sexologie, mais de kinésithérapie, parce que c'est ça quand même C'est ça, hein. l'intérêt de mon travail, c'est vraiment de pouvoir venir aborder la question de l'intimité par une connaissance de son corps, mais qui peut passer par de la respiration, par de l'hypnose aussi conversationnelle, donc simplement observer son schéma de pensée, quelles sont les émotions qui émergent finalement de ces pensées qui peuvent parfois être limitantes, et d'observer les tensions qui sont dans le corps, tu vois. Ok, Et donc du coup, bah, le patient ou la patiente, parce que les hommes sont aussi concernés, bien sûr. donc
peuvent s'allonger sur la table tout en étant Habillés, habillés. c'est Donc ça. on ne revisite pas, tu vois, toutes les positions du Kama Sutra avec le sexologue. Non, parce que Ok. ça c'est vraiment quelque chose qui m'est souvent demandé. C'est fou. Et donc c'est vrai qu'effectivement, une séance type, comment ça se passe? Eh bien, première séance, tu sais, comme nous faisons, une anamnèse, on pose des questions, on demande qu'est-ce qui vous amène finalement. Je laisse parler la personne pour savoir quel est finalement le contexte de son inconfort dans l'intimité. Mhm. Je donne beaucoup d'outils à faire à la maison, Ok. seul, avec soi-même, parce que je pense Parfait. que c'est important de se découvrir, de se connaître, Mhm. mais aussi en partage avec son partenaire de vie. Ok. Et donc, après, les séances suivantes, c'est toujours rediscuter un petit peu de ce qui a fonctionné, de ce qui n'a pas fonctionné, puisque tu sais, il y en a pour tous les goûts et toutes les couleurs. Bien Donc, sûr. Bien sûr. voilà, d'identifier vraiment sa propre recette, ses propres ingrédients Mhm. qui font qu'on peut vivre une sexualité épanouissante. Ok. Est-ce que tu touches tes patients alors? Alors, je touche les patients. Alors, tu sais, j'ai deux catégories de patients. Ceux qui viennent avec une demande, je vais dire, dysfonction érectile, par Mhm. exemple, ou une patiente qui vient pour perte de désir. Tu Mhm. vois. Donc là, on va travailler plutôt en conversation avec de la respiration, peut-être de la mobilisation Mhm. au niveau du corps, se Mhm. réapproprier, Ouais. proprioceptif. C'est ça. Et si par contre, imaginons, j'ai une patiente après un accouchement qui souffre de douleur ou qui n'a plus de désir, c'est vrai qu'il y aura eu une rééducation périnéale, Ok. donc classique. Et là, on pourra travailler peut-être un peu plus sur l'aspect tissulaire et du bassin, je vais dire, en touchant le patient, mais de type plutôt thérapie manuelle. Ok. Du coup, pour les garçons, du coup, on parlait des troubles érectiles. Tu Oui, m'avais parlé d'un exercice avec un essuie. oui, Tu peux... Comment ça? mais j'ai pas pris mon bassin. Ah. Bon, Ok. alors, Montre-nous Je, ton petit je ne bassin. je ne t'apprends rien ici en te disant que ceci, c'est le périnée superficiel, mais que Mhm. nous soyons un homme, une femme, le périnée, c'est exactement la même chose, si ce Mhm. n'est qu'on a, je vais dire, une pièce du puzzle supplémentaire, si tu veux. C'est ça, c'est ça. Viens Et donc, vérifier, oui, tu peux le voilà, poser. voilà, tu vois. Et alors, la particularité, c'est que chez l'homme, tu as une extension, si tu Mhm. veux, de ce muscle ici, qui Ok. est le bulbo-spongieux, tu Ok, vois, et qui c'est ça. vient, je vais dire, crocheter le pénis Ok. par-dessus. Ok. Tu vois. Et donc, du coup, en mettant un petit essuie, Mhm. juste ici, Ouais. par contraction du périnée, simplement resserrer ici les Mhm. muscles autour du sphincter anal, Mhm. donc, Ouais. comme pour se retenir d'un besoin d'aller à selle ou Mhm. d'orgasme par exemple. Ok. Eh bien, pénis au repos, c'est ce que je dis toujours, Ok. évidemment, eh bien, on doit pouvoir mettre, Lever légèrement en relever tension. Ok. en tension le pénis. Et ça permet quoi en fait? Du coup, retrouver petit à petit. Alors, ça permet de retonifier la musculature, parce qu'il Mhm. faut savoir que les hommes aussi qui ont des dysfonctions érectiles ont aussi, je vais dire, un périnée qui peut être hypotonique, Ok. mais qui peut être spasmé. Tu Ok. vois. Et donc, du coup, ce sont des périnées qui perdent de leur élasticité, de leur Mhm. souplesse, de ressort. Et donc, du coup, quand il faut contracter, il n'y a plus assez d'énergie pour cette mise en mouvement. Ok. Tu avais de plus en plus de patients qui venaient chez toi Oui. justement pour des troubles urinaires des hommes. Explique Oui. un peu qu'est-ce qui se passe en ce moment. Alors, effectivement, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent pour des instabilités de la vessie, tu vois, Ok. qui vont très souvent à la toilette, mais parfois toutes les 2 minutes, Ok. toutes les 3 minutes, donc parfois c'est quand même très invalidant. ça Imagine, peut être- tu dois t'interrompre 10 fois dans ta séance pour aller à la ça. toilette. Donc, c'est vrai que c'est, je vais dire, Assez c'est très contraignant. problématique, c'est contraignant. Donc, d'un point de vue vie sociale, ça peut vraiment être contraignant pour le impactant, ouais. patient, impactant, effectivement. Donc, du coup, ce sont, je vais dire, des spasmes de la vessie, parce que la vessie, c'est un peu l'éponge à émotions. Donc, si on est avec une charge mentale assez élevée et de la nervosité, du stress, la vessie est un peu à l'image de cet environnement intérieur, tu vois. Et donc, elle se contracte de façon anarchique. Et c'est ce qui, je vais dire, donne ces envies pressantes de façon répétée. Ok. Alors, que faire? Gestion de la respiration, relaxation. Ok, cool. Et de nouveau, justement,
proprioception au niveau de la musculature pour justement décider du moment où on peut aller vider sa vessie et non pas l'inverse. Ce n'est pas la vessie qui décide. Ok. Voilà. Magnifique. Tant qu'on est chez les hommes, on va parler des troubles d'éjaculation, donc éjaculation précoce et éjaculation rapide, c'est deux choses différentes. Oui. Du coup, explique-moi un petit peu ce qu'on sait là-dessus. Oui, Ce alors qu'on peut faire. tout à fait. Alors l'éjaculation précoce est différente de l'éjaculation rapide. Donc la différence entre les deux, tu la connais? Pas trop, non. Et c'est très intéressant parce que souvent maintenant on dit j'ai une éjaculation précoce. Tu vois, j'avais un patient justement qui est venu et qui me disait qu'après 20 minutes, il estimait qu'il était en éjaculation précoce. Tu vois, il est chaud. Donc voilà, donc déjà ça aussi c'est l'éjaculation précoce, il n'y a pas de normes. Alors maintenant tu vas me dire, il y a, si au simple regard il y a déjà une éjaculation, effectivement là on est quand même plutôt dans quelque chose de précoce, mais pas forcément, parce que l'éjaculation précoce c'est le fait d'éjaculer et de ne pas ressentir les signes avant-coureurs, si tu veux, d'une annonce éjaculatoire, alors que l'éjaculation rapide c'est la personne, l'homme, qui est tellement emballé dans l'excitation du moment, ressent, mais ne peut pas contrôler. Donc c'est très différent parce que l'un est plutôt de l'ordre de la gestion des tensions nerveuses et peut-être du stress dans l'éjaculation rapide, alors que l'éjaculation précoce, ce sera plutôt aussi une gestion du corps proprioceptive. Ok. Est-ce que tu as déjà entendu parler de l'éjaculation? Genre, c'est-à-dire au moment de l'éjaculation, c'est contracter son périnée et du coup le sperme ne sort pas et la personne peut continuer à avoir une érection et des rapports. Et du coup, ça pourrait peut-être, nous en tant qu'inné, réapprendre à contracter son périnée à ce moment-là et pourquoi pas du coup faire durer le plaisir. Je ne sais pas si tu vois ce que je veux dire. Oui, tout à fait. Alors ça c'est un petit peu, tu sais, dans la sexualité énergétique, parce que moi je m'intéresse beaucoup à la sexualité énergétique de type taoïste. Et donc effectivement, il y a un peu cette énergie qui émane de la sexualité, qui est très puissante, et plutôt que de la laisser se libérer au travers de l'éjaculation, de la laisser finalement diffuser à l'intérieur de soi et effectivement prolonger peut-être le temps de l'éjaculation. Est-ce que le plaisir chez les femmes est pareil que le plaisir chez les hommes ou pas? Ou est-ce que chez les hommes il y a plus ce truc de mécanique pendant les rapports et chez les femmes il y a tout le contexte autour avec tout ce qui est avant au moment des préliminaires et elles ont plus peut-être d'imagination, d'imagerie, je ne sais pas comment ça se passe chez la femme. Ah oui, c'est une bonne question intéressante. Alors l'initiation du plaisir chez l'homme et chez la femme est assez différente puisque effectivement l'homme est très visuel et la femme est déjà très auditive. Tu vois, donc ça c'est déjà une première. Voilà, tu vois, donc ça c'est déjà un élément très important parce que effectivement, je vais dire les sons, les mots qui sont utilisés vont permettre à la femme d'être touchée au niveau du cœur d'abord, pour que au niveau de la sexualité génitalisée, ça puisse, je vais dire, s'éveiller. Vous avez entendu les garçons, quand vous arrivez près d'autant, vous dites voilà. Coucou toi. Voilà, c'est un petit peu ça, tu vois. Ça va. Alors que les hommes, c'est plutôt visuel. Chez les hommes, c'est surtout visuel. Et alors, tu vois, j'ai beaucoup de femmes qui ont vraiment l'image d'elles-mêmes qui est très problématique, puisqu'on a les standards de la société qui nous montrent, tu sais, la femme parfaite au niveau plastique, on va dire. Et or, l'homme est très visuel. Je ne sais pas, tu me confirmeras peut-être que ce sont les courbes qui sont, je vais dire... après, c'est pas une généralité, mais je pense que chez les hommes, c'est plus les formes, etc. qui comptent. Voilà, exactement. Et alors, une chose aussi qui est importante à dire, c'est que au niveau de l'initiation du désir, il y a un temps de latence qui est plus long chez la femme, d'où la nécessité de préliminaires, comme tu disais, peut-être dès le début de la journée avec des petits sextos qui peuvent déjà un petit peu préparer le terrain, si tu veux, alors que l'homme, lui, il est plutôt dans la rapidité et il démarre au quart de tour. Tu vois. On pourrait dire que les hommes sont des moteurs à essence et les femmes des moteurs à diesel, tu vois, dans l'initiation du désir. L'orgasme, il peut être, je vais dire, fulgurant, ou il peut être plus diffus, en fonction de la zone
de l'anatomie qui est concernée. Si par exemple on est sur quelque chose de plutôt clitoridien chez la femme, ce sera quelque chose de plus localisé, plus fulgurant, si tu veux. Alors que si on va vers quelque chose au niveau plutôt du col de l'utérus, ce sera quelque chose de plus diffus. Mais tu vois, chez l'homme, c'est pareil. Parce que je ne sais pas si tu es au courant, mais si on est par exemple au niveau du gland, ça pourrait être un orgasme assez rapide, je vais dire intense en termes de sensations. Mais je ne suis pas un homme, donc tu me confirmes. Alors que si on parle peut-être du plaisir prostatique, alors là, ce sera quelque chose de plus diffus, comme au niveau du col de l'utérus chez la femme. Est-ce qu'on peut du coup intégrer des exercices périnéaux dans notre vie de tous les jours, dans notre quotidien, pour du coup améliorer le plaisir, le fait de bien sentir, bien sentir? Oui, alors par rapport à la sexualité toujours. Donc bien sûr, donc évidemment travailler toute cette zone périnéale donc est très importante. Donc pourquoi? Parce qu'elle permet justement d'aller, je vais dire, stimuler les zones érogènes primaires qui sont ici pour la femme le clitoris, mais chez l'homme sur la qualité de l'érection. Donc plus l'érection sera rigide, plus au niveau des sensations, puisque là on a un certain nombre de terminaisons nerveuses. Chez la femme, c'est quand même 15 000 petites terminaisons nerveuses qui sont situées rien que sur le bout du clitoris. Donc avec, tu sais, 5 types de sensations. Donc ça veut dire que la chaleur, la vibration ou même la texture donnent des sensations différentes. Ouais, j'explique ça souvent à mes patientes parce que finalement il y a une méconnaissance quand même de cette zone qui est ultra subtile en fait. Et chez l'homme c'est pareil aussi. Si on va sur les différentes parties, je vais dire du pénis, les sensations ne sont pas les mêmes à la base comme je vais dire au sommet. Cool. Donc, travailler son périnée, c'est essentiel. Et du coup, nous kinés, on est là aussi pour ça, pour apprendre à donner. Et là, peut-être que tu pourrais me dire, effectivement, toi qui travailles beaucoup dans le domaine ostéo-articulaire, au niveau du bassin, justement, parce que tu sais, les problèmes de lombalgie sont souvent en lien, j'ai remarqué, avec les troubles du plaisir ou peut-être. Bien sûr, il y a souvent des petits blocages au niveau de la sacro-iliaque. Des blocages. Tu peux montrer peut-être ici. Ouais, il y a des petits blocages, entre guillemets, des petites restrictions de mobilité au niveau des sacro-iliaques. Et du coup, nous, avec des petites manipulations, on peut aller retrouver cette petite mobilité, on peut aller relâcher toute la musculature, tout ce qui est psoas. On avait parlé du... l'obturateur interne aussi. Exactement, l'obturateur interne. On pouvait aller justement relâcher toute cette musculature. Et voilà, nous, en ostéo et en thérapie manuelle, ce qu'on peut faire, il y a tout un travail aussi tout autour du nerf sciatique, du muscle pyramidal, piriforme, etc. Très bien. Et voilà. Et alors, justement, j'ai des patientes qui me parlent souvent de douleurs au niveau du pubis. Moi, du coup, quand je manipule toute cette zone, je fais toujours par une manipulation au niveau de la symphyse pubienne, du coup, pour corriger, entre guillemets. Et voilà, en général, ça fait pas mal de bruit, justement, chez certaines femmes. On a parlé aussi, il y avait une meilleure circulation du sang quand on contracte ses muscles ou pas? Oui, effectivement, tu as tout à fait raison, puisque comme ici la musculature est très rouge, donc ça veut dire qu'il y a une vascularisation qui est relativement importante. Et donc effectivement, plus on va contracter et relâcher, mieux on va oxygéner évidemment tous ces tissus, et donc l'afflux de sang sera plus important aussi. Et donc on pourrait prendre plus de plaisir en renforçant ses muscles. Ah bien sûr, clairement. On va parler d'un sujet qui est un peu plus tabou. Est-ce que tu penses que l'addiction à la pornographie peut être néfaste dans l'image qu'on se fait de la sexualité, des rapports en général? Oui, parce qu'en fait, comme tu sais, pour les hommes, je veux dire, les hommes sont très visuels, donc il y a cette illusion d'un plaisir très rapide, en fait. Et donc la partie préparation, préliminaire, etc., est très raccourcie parce que c'est pas vraiment ce qui est montré, je vais dire. Dans les films. Et donc, du coup, tu vois, je le compare toujours un peu. C'est comme si tu disais, je vais dans un fast-food, je mange vite, ça m'a fait du bien sur le moment même, mais une heure après, tu as quand même encore faim. Tu vois. Et ici, par contre, si tu cuisines un plat toi-même, tu as été faire tes courses, tu prends le temps de préparer, etc., tu prends le temps de le savourer. Voilà. Et bien, c'est la même chose. Donc, voilà, le porno, oui,
de Mais temps pas dans en temps, l'excès, pourquoi quoi. pas, mais il ne faut pas que ça devienne, je vais dire, la norme Ok. dans Parce que son c'est vrai que ouais, du coup, épanouissement. les hommes s'attendent à avoir des choses et ils ne l'ont pas forcément avec Exactement. leur partenaire. Ouais, Et du coup, ils sont un peu déçus. c'est ça. Et du coup, je pense que ça peut être délétère justement pour le couple. Trop de pornographie, justement, comme tu as dit, trouver un Exactement. juste milieu. Du coup, par rapport à la masturbation, est-ce que c'est bien? Est-ce que c'est mal de se masturber? C'est un sujet tabou quand même dans un couple. Est-ce que Mhm. même si on est en couple, on peut se masturber? Comment ça se passe? Alors, la Enfin, c'est en fonction masturbation. de chacun, bien sûr, mais. Effectivement, c'est vraiment, il faut respecter évidemment les envies de chacun et Mhm, de chacune, mais je trouve que la masturbation, c'est quand même une activité qui doit rester. ok. Pas que quand on est célibataire, Mhm, quand on est en couple, mhm, alors soit seul parce qu'on doit garder son jardin secret, mhm, ou à deux aussi, ça peut ok. être, tu sais, une activité ludique aussi à Mhm, partager à deux sous la couette. Donc, bien sûr, pourquoi est-ce que la masturbation est importante? Parce que qui mieux que toi ou moi, sachons ce qui est bon pour soi. Et donc, si tu exactement. veux donner la bonne indication à l'autre de cet accès au plaisir, Mhm. donc il faut pour se Apprendre à connaître connaître son corps, du coup. Et avant ok, pour l'expliquer à l'autre. magnifique. Voilà. Et tu disais qu'il y avait un entretien aussi des tissus, etc., de la musculature. Ouais, Ok. alors effectivement, tu vois, dans mes consultations Mhm, en kiné périnéale et sexologique, mhm, j'invite les hommes comme les femmes à venir prendre soin de cette zone-là ok, et de venir masser. Donc ok. tout simplement toucher, déjà pour une découverte de cette partie-là qui est quand Mhm, même chez la femme assez fermée et donc mhm, pas facile d'accès. Et chez l'homme, bah, aussi de prendre soin de cette partie-là de son anatomie sans que ce ne soit en lien systématique avec de l'érection. c'est Parce ça. que tu sais, quand la mécanique ne fonctionne plus au top, on va dire, Mhm, ben, ça peut être source de frustration. Et bien donc, sûr. c'est vrai que le fait d'aller masser, d'aller activer toutes ces zones-là d'un point de vue vasculaire, neurologique Mhm. et des fascias aussi, c'est très important. Mais du coup, est-ce que la taille, ça compte? Ah, ça, c'est une bonne question. La taille, ça c'est quelque chose qui est récurrent chez les hommes. Alors la taille, tu veux dire en longueur ou en largeur? Je sais Ou pas, les les deux. deux. Ouais, les deux. Qu'est-ce que Donc, toi, du coup, dans ton cabinet, qu'est-ce que tu entends? Est-ce que tu as des échos par rapport à ça? bien sûr, On te écoute, consulte aussi, je suppose, tout pour à ce genre de fait. Et puis raisons. tu sais, avec l'arrivée des sextoys sur le marché et dans les couples, c'est quelque chose qui, un peu comme le porno, tu vois, Mhm, donne un peu une illusion mhm, de ce que la femme a besoin, alors que il faut savoir que la partie la plus innervée au niveau vaginal, mhm. elle est dans le tiers inférieur. Ok. Tu vois. Après, c'est vascularisé, c'est moins innervé. Donc, en termes de sensation, je Mhm. vais dire, il n'est pas nécessaire D'aller trop d'avoir, loin, je vais trop dire, profond. un long pénis Ok, pour occuper tout l'espace, si je ok, puis dire, ok. tu vois. Mais ce qui est vraiment important, c'est une bonne préparation, puisque en fait, la physiologie sexuelle montre ceci, c'est que la tunique vaginale Mhm. s'allonge au fil de l'excitation, Ok, de ces différentes phases, je vais dire, de l'activité intime, mhm. et donc en même temps que s'allonge le pénis. Ok, Tu vois ce que je veux dire? Et donc la nature est bien faite parce que c'est étudié, la longueur de la tunique vaginale arrive à la même longueur que le pénis. Alors tu vas ok. me dire, il y en a, hein, toutes les formes Mhm, sont évidemment, et mhm. les tailles sont toutes différentes, mais encore une fois, c'est la communication intime, et C'est ça. si même on a un partenaire qui a une taille du pénis relativement grande Mhm, par rapport à ce que la femme connaît de son anatomie, bah, on revisite de mhm. nouveau les positions Ok. et chacun peut trouver celle qui lui convient. Du coup, tu m'avais dit que tu viens de parler des sextoys, tu m'as dit qu'il y avait aussi des problèmes par rapport à ça. Par exemple, le mari qui vient et qui dit Voilà, exactement. Moi, j'ai eu une histoire, écoute, d'un patient qui voulait réveiller le désir intime de sa femme. Mhm, Et donc, il s'est dit, bon, bah, puisque moi, je ne suffis plus, visiblement, je vais lui offrir un sextoy pour lequel elle a immédiatement adoré les sensations que lui ont procuré ce mhm. sextoy, mais au point que Elle a ce délaissé du coup. sextoy est devenu la tierce personne et donc finalement l'homme n'avait plus beaucoup sa place et donc Ok. du coup ce patient est revenu me voir en me disant mais voilà maintenant elle a du désir mais pas Pas avec pour moi, moi. avec le sextoy. Donc voilà, donc encore Ah une fois merde. c'est la communication et puis la créativité, ça c'est Ok. vraiment important.
On va jouer à Sexpert. C'est un Ouais. jeu, du coup. Au top. Pour développer ses connaissances sur la sexualité. Alors, je commence ou tu commences? Vas-y, honneur aux dames. Vas-y, commence. Pose-moi ta première Euh, question. ok. Vas-y. Ah. Les femmes qui portent souvent des talons aiguilles ont des orgasmes plus intenses. Vrai ou faux? Alors, Ah. c'est une très très bonne question parce que tu vois, si on pense à la biomécanique du bassin, tu vois, en antéversion, et c'est de pousser des organes sur, tu sais, vers l'avant et notamment sur le pubis et le clitoris, j'aurais envie de dire oui, peut-être. C'est vrai, effectivement. Bah, du coup, ça permet un renforcement des muscles permanents, des muscles pelviens, du coup. C'est Super incroyable. intéressant, tu vois, comme quoi C'est fou. notre métier est la sexologie. Alors, une femme est plus sujette aux infections urinaires, c'est une question que j'ai très souvent en consultation, Ok. liée aux relations sexuelles qu'un homme. Est-ce vrai Euh, ou faux? je dirais faux. Ok. Je Eh bien, dirais que écoute, c'est bien vrai. Alors c'est moi, vrai. qui ai beaucoup de femmes en consultation, elles me disent souvent que quand elles ont notamment un nouveau partenaire, eh bien, ou pas, parfois ça Mhm. dépend, elles ont fréquemment des infections urinaires. Et alors, je t'explique, parce qu'en fait, le canal urinaire chez la femme est très très court. Tu vois, chez l'homme, on a Mhm. l'urètre qui est quand même plus long. Et donc, lors des rapports, tu peux avoir au niveau de l'anus, même s'il n'y a pas de pénétration anale, on est Mhm. bien d'accord, eh bien des bactéries qui viennent au niveau de l'entrée vaginale. Ok. Et si dans la flore vaginale, il y a un déséquilibre, une acidification, une dysbiose Mhm. du microbiote vaginal, eh bien tu auras plus facilement des infections Ah ouais. urinaires, voire même des cystites. Ok, je savais pas Voilà. du tout. Eh bien voilà. Attends. En général, faire l'amour avec un homme circoncis est moins agréable. Vrai ou faux? Complètement faux. Ok. Alors j'ai envie de dire faux pour la femme, tu veux dire? Ou c'est pour Ouais, l'homme? pour la femme. Ouais. Pour la femme, ça ne va rien changer du tout. Mhm. Par contre, pour l'homme, ça peut changer parce que comme il n'y a plus cette protection du capuchon, je vais dire, Mhm. au niveau du gland, donc la sensibilité peut être un petit peu diminuée. Ok. Et donc, l'homme peut ressentir un peu moins de plaisir pendant les rapports. Alors l'homme devra peut-être, oui, effectivement, avoir peut-être plus de pression ou Ok. peut-être une meilleure conscience encore avec Ok. une meilleure connexion avec cette partie-là de son corps. Ok. Dans le monde, quel est le pourcentage estimé de femmes qui simulent l'orgasme régulièrement? Alors, tu as des propositions. 4. Moins de 10%, entre 10 et 20%, entre 20 et 30% ou entre 30 et 50%. Ne me dis pas que c'est entre 30 et 50. Non, quand même. Ah, Soyez si tous ça va. rassurés, Si, là j'ai moins de peur. 10%. Ah, ça Voilà, va. et c'est vraiment en lien avec une méconnaissance peut-être de son corps. Donc la femme est peu connectée à cette partie-là et Mhm. donc elle fait son devoir conjugal, dirons-nous. Ou parfois, écoute, tu sais, souvent l'homme croyant bien faire prolonge l'acte très 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 longtemps. Ouais, elle a juste envie d'en Voilà, finir. Et du exactement. coup, voilà. Donc c'est pour ça encore de nouveau la temporalité, la communication, c'est Communication, hein. super Ouais, important et se dire bah, peut-être que moi en tant que femme j'ai envie parfois que ce soit très très vite c'est et ça. peut-être parfois j'ai envie Ça de dure, ça prendre un peu dépend plus du de temps. moment. Ok. Exactement. Alors, se masturber diminue la qualité du sperme de l'homme. Vrai ou faux? Faux, Ouais, parce que se masturber ne veut pas dire éjaculer, déjà. déjà. Et donc cette masturbation, même si elle est accompagnée d'une éjaculation, va que, je vais dire, favoriser la production, je vais dire, du liquide spermatique. Ok, c'est ça. C'est plutôt un acte de santé bienveillant. Ah, ça c'est une question pour les hommes. Le Viagra donne-t-il toujours une érection? Alors là, Très bonne question parce qu'on me la pose aussi très c'est souvent en vrai? consultation. Ok. Oui. Bah, c'est son rôle, donc j'espère que oui, mais apparemment non. J'ai l'impression que non. Je te donne les réponses. Dis-moi. Alors, non, effectivement, donc le Viagra, comme le sildenafil ou d'autres, je vais dire, médicaments pour activer l'érection, Mhm. ne donne pas l'érection s'il n'y a pas eu une préparation dans la phase d'excitation. Ok. Donc si par exemple tu le prends alors que, je vais dire, tu C'est es juste. dans un moment qui est absolument pas dans un contexte de l'intimité,
il n'y aura rien de spécial. Ok. Le Viagra favorise l'afflux de sang dans les corps caverneux, mais il faut pour ça qu'il y ait l'élément déclencheur qui est celui de l'envie, du désir. Ok. J'avais une question par rapport à ça. Est-ce que du coup, si un homme prend du Viagra et qu'à un moment il décide d'arrêter, est-ce que il pourrait avoir des troubles de l'érection du coup sans ce Viagra? Genre, est-ce que le corps s'habituerait pas à ça et que du coup sans, il n'y arriverait plus? Alors, tu sais, c'est une très bonne question parce qu'en fait, le souci, c'est Mhm. que la personne peut, je vais dire, faire dépendre la qualité de l'érection de la prise du médicament, tu Ok. vois. Et donc, du coup, d'un point de vue purement psychologique, se dire, bah, si j'ai pas ma petite pilule bleue, eh J'y bien, arriverai ça ne pas. fonctionnera pas, Ah tu vois. ouais. Et donc, ça, c'est un Ok. motif de consultation, justement, en sexo, pour apprendre à lâcher prise. C'est la question Non, je qu'il rigole. fallait pas que je pêche. Un homme peut avoir plusieurs orgasmes d'affilée sans même faire de pause. Vrai ou faux? Oui, vrai. Et ça, c'est vraiment quelque chose sur lequel j'insiste beaucoup dans mes consultations. C'est cette fameuse, je vais dire, cette atteinte du point de non-retour. Tu Ok. vois. Et donc, l'idée, c'est quoi? C'est apprendre en conscience à accéder proche de ce point de non-retour, mais ne pas être dedans, parce qu'on sait bien qu'à ce moment-là, tout est parti, on va dire. Ouais, ouais. Et donc, c'est de pouvoir, pardon, on Jouer? recommencera, de jauger, Ah, si tu jouer. veux, et de jouer aussi, si tu veux, Ok. par cette approche de la limite du point de non-retour Ok. qui va, je vais dire, intensifier cette énergie de la sexualité. Ah oui, ça c'est une question super intéressante, on en a parlé un petit peu avant aussi. Alors, quel pourcentage de femmes renonceraient au sexe si elles avaient le choix entre le sexe et se faire câliner? Ah ouais. Alors, il y a quand même 4 possibilités de réponse, entre 0 à 10%, Ouais. entre 10 à 30%, entre 30 à 50% ou plus de 50%. Donc, 10 et 30%, je dirais. mhm. Eh bien écoute, c'est plus de 50% Ah ouais? préfèrent se Se faire faire câliner. câliner que avoir, je vais dire, une activité sexuelle. Pourquoi? Bah, parce qu'il y a cette phase de préliminaire encore, tu vois, dont on parlait. Donc, Mhm. se faire câliner d'abord et même jouer de ces préliminaires le plus longtemps possible avant l'acte C'est ça qui compte sera en la fait au clé final. du succès. En général, les hommes accordent plus d'importance que les femmes à la variété dans leurs relations sexuelles et donc à la variété de leurs partenaires. Vrai ou faux? Je dirais faux. Ok, c'est vrai. Ah oui, Ah. la variété est intéressante. Maintenant, on parle parce qu'effectivement, dans la non-variété, on pourrait parler de la routine, effectivement, qui peut être parfois, je vais dire, ennuyeuse, effectivement, et donc peut faire perdre cette baisse de l'envie et de l'énergie au niveau de la sexualité. Mais je pense que c'est une question d'équilibre, tu vois, on a besoin aussi quand même un peu de cette routine Mhm. sécurisante, cosy, quoi, finalement, et parfois d'avoir un peu de fun. Mais moi, je parlais variété, tu sais, de revisiter toutes les positions acrobatiques. C'est ça. C'est peut-être pas toujours nécessaire, je Mhm. pense. Je pense aussi. Alors, un vrai ou faux? Les organes sexuels de la femme, ses seins, ses tétons en particulier, et l'intérieur de son nez peuvent enfler durant un rapport sexuel. L'intérieur de son nez. Comment ça? C'est vrai? Eh ben oui, Incroyable. écoute, c'est vrai. Et alors, pour l'explication du nez, à part que ce sont des muqueuses qui sont richement vascularisées aussi, mais si tu n'as pas la possibilité d'avoir un accès Je au ferai attention téton la prochaine directement, tu fois. regardes si le nez enfle, ben c'est que il y a une sorte d'excitation. Incroyable. On en apprend des choses aujourd'hui. Quel est le principal ressenti que la femme recherche lorsqu'elle fait l'amour? A. La satisfaction. 2. Le plaisir. 3. Le sentiment d'être aimé. 4. L'excitation. Je dirais le sentiment d'être aimé. Ouais, Oui. c'est fou. Et il est mis en détail instructif. Pour la majorité des femmes, la sexualité ne se réduit pas à l'acte. Elles ont besoin de se sentir totalement comprises et acceptées par leur partenaire. Le rapport à la sexualité chez la femme est conditionné au désir, à la tendresse et à la passion. Exactement, parce que dans l'énergétique sexuelle de type taoïste, on parle d'abord d'ouvrir le cœur, l'émotionnel,
avant pour que la femme puisse s'ouvrir au niveau des organes génitaux et aller dans un acte sexuel. Incroyable. Alors que chez l'homme, c'est différent. C'est l'inverse. L'homme doit d'abord être dans son activité mécanique, on va dire sexualisation génitalisée, pour pouvoir s'ouvrir le cœur après. Incroyable. Alors, sans même s'en rendre compte, certains hommes pratiquent ce qu'on appelle le edging. Est-ce que tu sais de quoi il s'agit? Je ne savais pas, juste avant, mais maintenant je le sais. Mais moi, j'avais dit que je pensais que ça s'appelait l'éjaculation. Oui, c'est ça. Bah, du coup, ouais, c'est contracter les muscles du périnée au moment de l'éjaculation pour garder cette énergie sexuelle, du coup, son sperme dans l'homme. Oui, dans le corps, Ouais, dans le de corps. le laisser se contenir en fait. C'est ça. Et il écrit quoi alors, du coup, entre Et les alors la réponse est celle que tu as donnée finalement. Donc le edging est le contrôle de l'orgasme qui est un ensemble de techniques sexuelles, tu parlais du travail du périnée bien sûr, qui permettent à un homme de maîtriser son éjaculation en la retardant pour prolonger son plaisir. Ok. Voilà. Ah, voilà, c'est cool. Eh bien, écoute, c'était sympa Je pense cette qu'on a question terminé. quiz. Franchement, c'était cool. Qu'est-ce que tu en as pensé du coup de la vidéo? Eh bien, écoute, moi je me suis C'était beaucoup chouette. amusée. Moi Et aussi. voilà, je trouvais On ça... fera peut-être une partie 2. Combien de likes tu dis pour les gens? Combien de 100 000 likes? likes. Allez. Bon, Voilà. Non, bon, je il rigole. faut viser haut, mais bon, écoute, un maximum, j'espère. Parce Ouais, que, voilà, ouais, c'est cool, franchement, j'ai pris beaucoup de plaisir à faire la vidéo. Et Moi de même. j'espère qu'on se reverra pour discuter encore à nouveau. Eh bien, écoute, on verra si il y a de la demande déjà. Exactement. En Là, tout on cas, va aller moi, manger. j'en refais quand tu veux. En tout cas, c'était ben, très ça fait sympa. plaisir. Je me suis beaucoup amusée. Moi Merci aussi, à c'était toi. un plaisir. Au revoir. À Ciao les bientôt. amis. N'hésitez pas à vous abonner et mettre un petit pouce bleu. Ciao.